Mesdames et messieurs, il est 22 heures sur Télé Djibouti, voici les titres de cette édition. Eh bien, à la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre participe aux travaux des pays contribuant à la mission de l'Union africaine qui s'est tenue en Ouganda. Toujours dans l'actualité nationale, c'était aujourd'hui qu'a eu lieu le lancement de la semaine nationale bénévolat et civisme. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où l'ONU tire la sonnette d'alarme, Israël prévoit de mobiliser des réservistes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a participé au sommet extraordinaire des pays contributeurs des troupes à la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Asma Aboubakar. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a participé au sommet extraordinaire des pays contributeurs des troupes à la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, au SOM, qui s'est tenu du 23 au 25 avril au palais présidentiel d'Ouganda. Organisé à l'initiative du président de la République d'Ouganda, ce sommet avait pour objectif de faire le point sur la situation sécuritaire en Somalie, de coordonner la transition de l'ATMIS vers le SOM et de convenir de mesures concrètes pour assurer la stabilité durable de la Corne de l'Afrique. Y ont pris part plusieurs dirigeants des États membres, notamment Dr Hassan Sheikh Mohamed, président de la République fédérale de Somalie, Kiltur Kindiki, vice-président du Kenya, Dr Mustafa Madbouli, Premier ministre d'Égypte, Madame Aïcha Mohamed Moussa, Premier ministre de la Défense d'Éthiopie, Mohamed Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, et Dr Warkene Gebiyohou, secrétaire exécutif de l'IGAD. Eh bien, principale décision du sommet, envoi immédiat de 8000 soldats supplémentaires pour renforcer le contingent de l'OSOM, renforcement des capacités aériennes de reconnaissance et de surveillance afin de soutenir les opérations au sol, appui renforcé à la formation doctrinale et opérationnelle des forces de sécurité somaliennes, soutien à la création de forces locales de défense chargées de sécuriser les zones libérées. Et enfin, mise en place d'un mécanisme d'évaluation par les pairs présidé par le président Museveni pour assurer le suivi, la redevabilité et la coordination entre les TCCS et la Somalie. Le sommet a salué les avancées des forces somaliennes tout en appelant à un renforcement urgent des moyens militaires et logistiques sur le terrain. Il a été décidé notamment d'augmenter le contingent de l'OSOM de 8000 soldats et de renforcer les capacités de surveillance et de réponse aérienne. Face aux défis de financement anticipés pour le premier semestre 2025, les participants ont lancé un appel à la mobilisation urgente de ressources, sollicitant le soutien du Fonds pour la paix de l'Union africaine ainsi que la confirmation de l'appui international via la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans son intervention, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a réaffirmé l'engagement indéfectible de Djibouti en faveur de la stabilité de la Somalie et d'une solidarité africaine renforcée face aux menaces terroristes. Il a également souligné la contribution active de Djibouti dans la formation, l'encadrement et la stabilisation du territoire somalien. En amont du sommet, Djibouti avait déjà marqué sa présence aux réunions ministérielles et techniques à travers M. Hassan Omar, ministre de la Défense, et de son Excellence Yassine El-Mibouh, ambassadeur de Djibouti au Kenya, témoignant de la mobilisation totale du pays aux côtés de ses partenaires africains. Pays contributeur historique, Djibouti continuera de jouer un rôle moteur pour la paix, la reconstruction institutionnelle et la sécurité collective dans la Corne de l'Afrique. Direction les États-Unis d'Amérique où la délégation djiboutienne conduite par M. Ilyas Moussedawale, ministre des Finances, a participé aujourd'hui à la 24e réunion ministérielle de l'initiative de la Corne d'Afrique qui s'est tenue à Washington, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti à Washington, M. Ziad Alé, en présence des ministres des Finances de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie, du Soudan. La réunion a été coprésidée par M. Ahmed Shideh, ministre des Finances de l'Éthiopie,
et de M. Amit Dar, vice-président par intérim pour l'Afrique de l'Est et australe à la Banque mondiale. Les participants ont exprimé leur gratitude pour leur soutien continu et l'engagement de nos partenaires de développement, notamment la Banque africaine de développement, l'Union européenne, le ministère fédéral et de la coopération et du développement allemand, le Royaume-Uni et le groupe de la Banque mondiale qui ont mobilisé environ plusieurs milliards de dollars pour la mise en œuvre des piliers stratégiques de l'initiative de la Corne d'Afrique. La réunion a mis l'accent sur les questions de commerce régional et la facilitation commerciale des discussions ont abouti à un plan d'action à court et à moyen terme comprenant 9 mesures clés. Les ministres ont convenu de prolonger de 3 ans la feuille de route de facilitation du commerce adoptée précédemment et ont proposé 2 actions concrètes pour une future considération à un protocole d'accord pour l'établissement d'un régime de commerce simplifié de la Corne d'Afrique et une déclaration ministérielle conjointe de l'établissement d'un comité régional et de facilitation du commerce de la Corne d'Afrique. La force de l'initiative réside dans son modèle axé sur les pays et sa gouvernance efficace, comme en témoigne la rotation de la présidence de l'Éthiopie vers la Somalie. Le nouveau président, Bihi Iman Ege, ministre des Finances de la Somalie, a remercié ses prédécesseurs pour leurs efforts inestimables ayant permis d'atteindre des progrès significatifs. Cette réunion s'est conclue par l'accord de tenir la prochaine réunion ministérielle autour de mi-juillet. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Retour à Djibouti où le ministre de l'Intérieur, Abdul Amr Al-Shamri, à la tête d'une forte délégation, est arrivé hier en République de Djibouti. Le ministre et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Al-Hassan. Le ministre irakien était porteur d'une invitation officielle du président de la République irakien, M. Abdulatif Jamal Rachid, au président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, pour participer aux travaux du 34e sommet arabe qui devrait se tenir le 17 mai prochain à Bagdad. Ce samedi matin, son Excellence, M. Abdul Amr Al-Shamri, a été reçu à l'Académie de police Idriss Farhabani par le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Al-Hassan. Notre ministre de l'Intérieur a réceptionné la lettre d'invitation destinée au président de la République. Était également présent à la cérémonie le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, ainsi que des officiers supérieurs de la police nationale. Profitant de l'occasion, M. Saïd Al-Hassan a jeté les bases d'une coopération entre les ministères de l'Intérieur de 2 pays. Eh bien, je vous disais dans le titre, direction le sud du pays, où l'esplanade de la préfecture de la région a accueilli le lancement officiel de la semaine nationale du bénévolat et du civisme. Les détails avec Asma Oubakar. La ville de l'Unité a donné le coup d'envoi de son relais national quelques minutes après celui de Hayou. Après la lecture du sermon par un élève en langue afar, une foule enthousiaste a chaleureusement applaudi avant d'accompagner le cortège d'élèves jusqu'à la sortie de Dikil. Le relais s'est poursuivi vers Mouloud en direction de la bifurcation d'Ikil Ali Sabiye. Ali Sabiye, célèbre pour ses coureurs de fond, la mobilisation a été massive pour assister au lancement du relais national. Après les discours des officiels, la communauté a accueilli avec surprise et fierté la lecture en langue afar du serment d'engagement proclamé par un élève pour défendre la citoyenneté et promouvoir le bénévolat. À noter que ce relais national, inédit et premier du genre, s'appuie sur les nouvelles technologies. La PEPS a ainsi innové en déployant à chaque étape des drones civils transportant et relayant les sermons lus dans chaque chef-lieu. À l'issue de la lecture du sermon par un élève de Hassadjoug, le cortège d'Ali Sabiye a rejoint celui de Dikil. À la bifurcation Dikil-Ali Sabiye, les 2 cortèges réunis ont ensuite entamé ensemble leur lent périple à travers le Grand Bara en direction du PK51. Et au PK51, la jonction avec les relayeurs venus d'Obok et de Tadjoura s'est opérée avec une synchronisation parfaite, permettant un regroupement fluide des 4 régions, toutes convergeant vers Ouéra.
De son côté, la ville d'Arta, adossée au mont Ougoul, s'est mobilisée après la lecture du sermon en arabe par une élève du lycée bilingue. Le cortège est alors descendu vers la bifurcation Arta-Ouéa pour rejoindre les relayeurs de Hayou, Tadjoura, Ali Sebié et Dikil arrivant de Ouéa. Grâce à la coordination sans faille des organisateurs, les 5 régions réunies ont poursuivi leur chemin vers le PK20 et la capitale où une longue pause de 3 heures était prévue pour se restaurer et se reposer. Ils ont ensuite repris leur relais cet après-midi dans les rues de Djibouti-Ville pour terminer en apothéose à l'esplanade du Palais du Peuple aux côtés de leurs camarades de la capitale. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions que je vous propose d'écouter. Réunis aujourd'hui devant la préfecture pour la journée citoyenne parrainée par le MENEFOP et organisée par APEPS. L'APEPS, c'est une association pour la promotion des activités physiques et sportives et du sport scolaire qui a élargi donc ses missions pour la promotion du civisme et du bénévolat. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est ici. Aujourd'hui, ils organisent donc un relais national dans toutes les régions et dans la capitale. Donc nous souhaitons que cette journée soit une réussite. Du sud, on passe vers le nord du pays où l'esplanade des préfectures de région du Nord ont accueilli le lancement officiel de la Semaine nationale citoyenne, civisme et du bénévolat avec un point d'orgue, une course symbolique de relais. Cette première activité phare a été organisée par l'Association pour promotion de l'éducation physique et du sport scolaire en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La cérémonie s'est tenue en présence d'autorités locales, les inspecteurs régionaux, ainsi que les membres du comité directeur de l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire. Tous ont salué l'initiative qui s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir le civisme, l'engagement citoyen et le bénévolat chez les jeunes. À travers ce relais sportif, les organisateurs ont voulu transmettre des valeurs fondamentales telles que la solidarité, l'esprit d'équipe et la responsabilité citoyenne, une manière dynamique et fédératrice de sensibiliser la jeunesse à l'importance de son rôle dans la société. Cette semaine se poursuivra avec diverses activités éducatives, sportives et communautaires, toutes axées sur la participation active des jeunes au développement social et citoyen de leur région. Eh bien, comme je vous le disais, après le lancement en apothéose des relais dans les 5 régions de l'intérieur, dans la matinée d'aujourd'hui, le coup d'envoi du relais de Djibouti a été donné à 16h, marquant le début d'une nouvelle initiative destinée à renforcer les liens entre les élèves de la capitale et ceux des régions de l'intérieur. Après le lancement en apothéose des relais dans les 5 régions de l'intérieur, dans la matinée d'aujourd'hui, le coup d'envoi du relais de Djibouti a été donné à 16h, selon 2 itinéraires en parallèle. L'un pour les élèves de la capitale au départ du MENFOP, l'autre pour les élèves des régions au départ du rond-point de PK13. Dans ce nouveau circuit tracé par les experts de la PBS, les élèves de la capitale sont entrés dans plein pied dans ce relais national avec leurs camarades des régions. Ainsi, le relais des élèves de Djibouti, après un parcours dans la commune de Boulaos, a fait la jonction avec les élèves des régions au niveau du rond-point de la Palmarès de l'EDD. Les élèves des régions et les élèves de Djibouti ont ensuite remonté la route de Venise dans un élan de fraternité, de solidarité avec des drapeaux de Djibouti, démontrant ainsi leur attachement à l'unité et à la patrie. À travers ces relais sportifs, les organisateurs ont voulu transmettre des valeurs fondamentales telles que la solidarité, l'esprit d'équipe et la responsabilité citoyenne. Une manière dynamique et fédératrice de sensibiliser la jeunesse à l'importance de son rôle dans la société. Cette semaine se poursuivra avec diverses activités éducatives, sportives et communautaires, toutes axées sur la participation active des jeunes au développement social et citoyen de leur région.
Tout à fait autre chose cette fois-ci. C'est dans une ambiance élégante et festive que s'est achevée la troisième édition du Salon du Livre de Djibouti, lors d'une soirée de gala organisée au Sheraton Hotel. Ces moments forts et mémorables est venu couronner plusieurs jours d'échanges passionnants autour du livre, de la lecture et de la culture. Organisateurs, invités d'honneur, auteurs, éditeurs, partenaires institutionnels et sponsors se sont réunis pour célébrer ensemble le succès de cette édition. Des discours empreints de gratitude et d'engagement ont été prononcés saluant la vitalité de la scène littéraire djiboutienne. La soirée a également été rythmée par des prestations musicales et culturelles, apportant une touche artistique à cette clôture pleine d'émotions et de promesses pour l'avenir du salon. A noter que lors de la soirée, l'orchestre de la radio-télévision de Djibouti et les jeunes talents ont interprété en live un échantillon du projet de remise sur scène de la pièce mythique et patrimoine oral de Hassan Elmi, une prestation de haute qualité qui a recueilli un standing ovation des distingués invités. Eh bien, écoutons le commissaire du salon, Omar Youssouf. Arrivé à la fin du salon du livre de Djibouti, qui a commencé le 21 et qui a été clôturé ce matin par le Premier ministre. Je voudrais d'abord remercier toutes les institutions ou organisations qui nous ont soutenus. Avant ces gens-là, Madame la ministre, a rendu possible que ce salon se tienne, puisque ce salon est quand même découle de la politique nationale de la culture et de la jeunesse que le président a mis en place et que Madame la ministre exécute. Mais elle a donné un ton, miraculeux à cet événement, puisque chaque année, on s'améliore. La première année, on a fait un salon. Deuxième année, on a fait un deuxième salon. Et cette année, c'est un salon beaucoup plus intéressant en termes de thèmes, mais également en termes de fréquentation. Et Madame la ministre, je la remercie énormément. Eh bien, des discours empreints de gratitude et d'engagement ont été prononcés saluant la vitalité de la scène littéraire djiboutienne. Écoutons la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui. Un cœur rempli d'émotions et d'une fierté partagée que je déclare officiellement close cette troisième édition du Salon national du livre de Djibouti 2025. 4 jours exceptionnels où le monde dansait, où les cultures se sont embrassées, où l'avenir de notre patrimoine s'est écrit en lettres majuscules. Placé sous les thèmes évocateurs de la solidarité autour du livre et de la lecture, ces salons a transcendé les pages pour devenir une véritable odyssée culturelle. Nous avons célébré ensemble ces passeurs des mémoires qui sont nos conteurs, ces architectes d'imaginaire qui sont nos auteurs, ce gardien de tradition que sont nos artistes. Un hommage particulier à notre invité d'honneur, la Palestine. Votre présence, chers amis palestiniens, n'a pas seulement enrichi nos échanges, elle a magnifiquement illustré comment la littérature et les arts deviennent boucliers contre l'oubli et pont par-dessus les frontières. Votre résilience par la culture restera gravée dans l'histoire de ce salon. Permettez-moi maintenant de dire merci, ce petit mot qui contient toute notre gratitude. À Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour avoir placé le livre au cœur du rayonnement culturel djiboutien. Un applaudissement spécial pour nos 47 auteurs, 47 nouvelles étoiles au firmament littéraire djiboutien. Vos œuvres sont les graines dont germera notre paysage culturel de demain. Ce soir ne sont pas le glas de nos échanges, mais bien l'aurore de nouvelles aventures. Chaque livre acheté, chaque débat engagé, chaque jeune lecteur ébloui est une promesse.
La véritable clôture de ces salons, ce sera demain matin, quand un enfant ouvrira son premier roman djiboutien, quand un étudiant citera nos penseurs, quand nos langues nationales brilleront dans les librairies du monde. Santé à présent, où le ministère de la Santé a célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme à la polyclinique Hayablé, marquant ainsi son engagement continu dans la lutte contre cette maladie. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali, en présence de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Djibouti, la directrice des programmes de santé prioritaires, du directeur des régions sanitaires, du coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, du médecin-chef du polyclinique de Hayablé. Cette journée a été l'occasion de rappeler les réalisations majeures du gouvernement dans la lutte contre les maladies vectorielles et de souligner le rôle crucial de la société civile dans ces efforts. Le combat contre le paludisme repose sur une approche globale et intégrée où chaque intervention vise à protéger les populations les plus vulnérables et à éliminer progressivement les foyers de transmission. Ils ont salué également le rôle central de la société civile et des communautés locales qui participent activement à la sensibilisation et à la mise en œuvre des bonnes pratiques de prévention. Eh bien, dans le cadre de cette célébration, le secrétaire général du ministère de la Santé a lancé une campagne nationale de sensibilisation de 2 semaines visant à renforcer la prévention du paludisme. La capitale. Nous utilisons de derniers produits récemment homologués par l'OMS et qui donnent une diminution de l'incidence mais également de la densité vectorielle. Donc c'est des interventions qui donnent les résultats escomptés et que nous espérons les poursuivre pour arriver aux objectifs fixés pour 2030, un pays Djibouti sans paludisme, Inch'Allah. Eh bien, la représentante de l'OMS, Mme Djoumana Hermes, a quant à elle manifesté sa satisfaction des résultats affichés de la diminution des cas du paludisme enregistrés, reposant sur les interventions du Programme national de lutte contre le paludisme. Écoutons-la. Je suis toujours très contente de voir les progrès que Djibouti fait dans tous les domaines de santé et améliorer la santé des Djiboutiens et Djiboutiennes de tout âge. Vraiment, dans le domaine de paludisme, je vous félicite. Pour la 3e année de suite, on a plus de nouveaux cas de paludisme. C'est grâce aux interventions que vous faites tous ensemble à Djibouti. On vient d'écouter ce qu'on offre dans les services de paludisme et la prévention aussi dans la communauté et ce qu'ils font, les relais communautaires et les agents de la communauté. Donc félicitations, il faut se féliciter tous. Chacun se félicite lui-même parce que chacun a fait une contribution à ce succès de Djibouti. Le thème de la journée mondiale cette année, c'est réinvestir, réimaginer et raviver. C'est vraiment pour dire qu'on ne peut pas se rassurer et laisser les choses tomber. On a toujours besoin de continuer nos investissements, que ce soit des investissements financiers ou bien des investissements, des efforts et des personnels de santé qui font le travail pour continuer à améliorer et pour la durabilité des résultats. Dans son allocution, le secrétaire général a affirmé avec détermination l'engagement du ministère de la Santé à éliminer cette maladie qui a fait tant de vies. Grâce, a-t-il dit, à l'action concrète avec ses partenaires, le ministère de la Santé a développé et a mis en œuvre des stratégies innovantes et efficaces pour réduire l'impact du paludisme dans notre pays. Donc, comme chaque année, au mois d'avril, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est un moment de nous retrouver ensemble, de voir qu'est-ce qu'on a réalisé, où est-ce qu'on en est par rapport à la lutte contre le paludisme. Le paludisme est un problème de santé publique. On sait que cette maladie fait des dégâts, fait des ravages dans notre communauté. Et pour justement régler ce problème, nous menons plusieurs actions. Des actions de lutte dans le domaine de la prévention. Vous l'avez vu, il y a quelques mois, nous avons procédé des distributions à la commune de Balbala, à l'ensemble de la population,
les relais communautaires et le ministère de la Santé sont allés dans les foyers pour distribuer les moustiquaires et nous vous demandons de les utiliser. Encore dans le domaine de la prévention, nous menons des actions de lutte contre les gîtes larvaires, la destruction des gîtes larvaires, les endroits où il y a les flaques d'eau sont répertoriés par le ministère de la Santé et nous menons des actions pour détruire les larves dans ces flaques d'eau. Nous menons aussi des actions de prise en charge. Vous savez que la prise en charge du paludisme est totalement gratuite depuis la détection avec les analyses qui sont gratuites, les traitements sont gratuits, les médecins sont disponibles pour vous soigner. Une cérémonie de signature d'un accord de coopération technique s'est tenue entre l'autorité de l'aviation civile et l'autorité de l'aviation civile des Émirats arabes unis. Asma Aboubakar. L'autorité de l'aviation civile a accueilli jeudi une cérémonie officielle consacrée à la signature d'un accord de coopération technique avec son homologue des Émirats arabes unis. Cet accord vise à développer et intégrer l'intelligence artificielle dans le secteur de l'aviation civile, illustrant une volonté commune de promouvoir l'innovation technologique au service de la sécurité, de l'efficacité et de la modernisation des systèmes de gestion aérienne. Reconnu parmi les pays les plus avancés au monde de l'adoption de l'intelligence artificielle appliquée à l'aviation, les Émirats arabes unis mettent à profit leur expertise dans le cadre de ce partenariat stratégique avec la République de Djibouti. La cérémonie s'est ouverte par une présentation technique animée par des experts émiratis portant sur les applications concrètes de l'IA dans le domaine aérien avant de s'achever par la signature officielle de l'accord entre M. Daoud Ali Abdou, directeur général de l'aviation civile de Djibouti, et de M. Saïf Mohamed Al-Soueidi, directeur général de l'aviation civile des Émirats arabes unis. À cette occasion, M. Saïf Mohamed Al-Soueidi a salué un partenariat qu'il a qualifié de modèle de coopération sud-sud tourné vers l'avenir, reposant sur le transfert de compétences, la formation spécialisée et la réalisation de projets communs. We have at the national level what's so-called knowledge exchange program, where our government try. Eh bien, dans son intervention, M. Daoud Ali Abdou a souligné que cet accord contribuera à renforcer la sécurité, améliorer l'efficacité et moderniser les systèmes de gestion du trafic aérien à Djibouti. De recevoir son Excellence M. Saïf Mohamed Al-Soueidi, accompagné de M. Saïd Mohamed Al-Soueidi, qui est le représentant de des Émirats arabes unis auprès de l'OACI. C'est un plaisir et un honneur de les recevoir à Djibouti. Nous allons parler de International Cooperation Program, qui va nous permettre justement de mettre en avant tous nos accomplissements, l'échange et le partage d'expériences, afin de contribuer à augmenter notre taux de mise en œuvre effective au niveau de l'OACI, et justement pour mettre Djibouti dans un niveau supérieur en matière d'aviation. Nous avons la chance d'avoir un accord de coopération avec eux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle en matière d'aviation, qui est un sujet que les Émirats arabes unis maîtrisent. Ils sont les numéro 3 au monde aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle. Et nous allons essayer de l'appliquer, de le mettre en place avec leur soutien à Djibouti, l'intelligence artificielle dans le monde de l'aviation. Nous allons parler de la coopération technique ainsi que du développement durable. Donc nous allons nous appuyer sur leurs compétences et nous allons également partager notre expérience avec eux afin de pouvoir rehausser une coopération qui était déjà existante et qui était déjà à un excellent niveau entre nous. Le Croissant-Rouge de Djibouti, en collaboration avec l'ADDS et le ministère des Affaires sociales, ont organisé depuis le 13 avril dernier une série de formations en nutrition et hygiène dans les 5 régions de l'intérieur, à savoir Tadjoura, Obok, Dikil, Ali Sebier et Arta. Ces sessions s'inscrivent dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale de réponse aux crises alimentaires financé par la Banque mondiale. Elle vient renforcer les capacités des relais communautaires pour mieux prévenir la malnutrition, améliorer l'hygiène et accompagner les ménages dans un contexte de vulnérabilité croissante.
Les ateliers s'appuient sur des démonstrations pratiques, des outils des visuels adaptés, des échanges d'expériences pour favoriser l'appropriation des messages clés. En retour, les relais formés deviennent des acteurs de proximité capables de diffuser des bonnes pratiques au sein de leur communauté. Un engagement collectif pour bâtir des communautés plus résilientes, mieux préparées face aux crises sanitaires, climatiques et économiques. De là, nous vous emmenons plutôt vers le nord du pays où, dans le cadre du maintien des opérations de contrôle des prix et des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont procédé hier matin à une collecte des données, des prix et du stock dans la région de Dobok. Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre de la riposte d'urgence à la crise alimentaire. L'objectif de cette opération est de relever la gestion des stocks et de vérifier la pratique des prix homologués. Les inspecteurs ont rencontré les responsables des établissements de stockage et de distribution dans la région. Ils ont inspecté les stocks des produits de première nécessité, notamment les riz, les huiles alimentaires, les sucres et les produits laitiers. Les inspecteurs ont constaté que les stocks sont suffisants pour couvrir les besoins de la population de la région. Cependant, ils ont relevé quelques irrégularités, notamment des dépassements des prix homologués. Eh bien, les inspecteurs du commerce ont lancé un appel à la mise en garde de respecter les prix homologués par le ministère du Commerce. Ils ont indiqué que des sanctions seront prises à l'encontre des établissements qui ne respecteront pas les prix homologués. Eh bien, pour plus de précisions, écoutons le conseiller du ministre. Ici, aujourd'hui, à Obok, pour la suite du projet de riposte d'urgence à l'insécurité alimentaire, financé par la Banque mondiale. L'objectif consiste à vérifier d'abord la disponibilité des denrées alimentaires, mais également l'état actuel des stocks des grossistes de la ville d'Obok. Nous vérifions aussi le respect des prix de vente homologués par le ministère, la date de présomption des denrées alimentaires et des produits commercialisés par les vendeurs, par les opérateurs économiques de la ville d'Obok. Nous remercions chaleureusement le préfet de la ville d'Obok ainsi que son adjoint qui nous ont accueillis vraiment d'une façon chaleureuse. Nous remercions aussi les forces de l'ordre, la police et le chef de corps de la police d'Obok qui, sans lui, le travail, le bon déroulement de la mission n'aurait lieu pour la disponibilité qu'ils ont montrée à l'équipe du ministère du Commerce et du Tourisme. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, la bande de Gaza entre aujourd'hui dans son 40e jour depuis la reprise de la guerre israélienne sous les fracas continus des frappes aériennes. Asma Oubakar. Alors que Gaza entre dans son 40e jour de guerre, les frappes israéliennes ont fait au moins 16 morts depuis l'aube. En parallèle, le Programme alimentaire mondial, le PAM, a annoncé l'épuisement total de ses stocks, alertant sur une famine imminente. La directrice du PAM a déclaré que ce dernier camion de nourriture avait été envoyé, soulignant l'urgence humanitaire. Les gens meurent de faim. Un responsable onusien accuse Israël de mener une politique délibérée de famine, aggravée par la fermeture des points de passage depuis le 2 mars. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a appelé Israël à permettre l'acheminement de l'aide. Sur le plan militaire, Israël prévoit de mobiliser de nouveaux réservistes dans les prochains jours. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.